Non mais attendez, temps mort. Vous êtes en train de me dire que les Cavs, ils sont en 21-4, alors que le plus gros changement dans l'effectif, c'est l'arrivée de JT Thor? Bon, j'abuse volontairement, je sais bien qu'il y a eu l'arrivée de Kenny Atkinson en tant que coach, mais Bickerstaff, c'était pas si minable, non? Si? Allez, on va revenir ensemble sur ce début de saison de fou furieux de Mitchell et sa clique, et puis on va se poser la question que tout le monde se pose. Ça va jusqu'au titre ou pas? Et bien sûr, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne, que je suis content d'enfin pouvoir lancer. Donc le but de la chaîne, ça va être de se retrouver tous ensemble pour discuter un peu de l'actu NBA, donc des équipes, des joueurs, mais on se retrouvera aussi sur d'autres concepts, mais je vous en dirai un peu plus assez rapidement, donc restez connectés. Et du coup, je peux faire le premier traditionnel. N'hésite pas à t'abonner et à liker si tu aimes cette vidéo, ou si tu veux avoir des infos sur la suite. Mais sans plus attendre, parlons de nos chers Cavs. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Quand je cherche un peu, je pense que l'équipe qui m'a le plus choqué dans le début de saison, c'est vraiment les Cavs. Ok, genre on les attendait, enfin, je pense comme tout le monde, je les mettais dans le top 4 de l'Est. Mais alors un démarrage pied au plancher comme ça, j'étais pas prêt. Déjà, faut bien se dire qu'un démarrage en 15-0, bah, il y a quand même pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait dans l'histoire. Et généralement, elles étaient pas à Cancun ou à Ibiza pendant les finales NBA, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça donne un peu un ordre d'idée du début de saison des Cavs. Et pour bien comprendre le présent, je pense qu'il est important de revenir un peu dans le passé. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite dans Flashback. Est-ce que vous vous souvenez de cette équipe l'année dernière? Une défense de fou furieux, élite dans la NBA, mais accompagnée d'une attaque qui était un peu mid, qui avait tendance à être un peu prévisible dans les moments chauds, qui pouvaient avoir tendance à te choquer un peu, et qui se reposait surtout sur un énorme Donovan Mitchell, qui concrètement avait toutes les cartouches dans les mains et devait un peu se dépatouiller tout seul, quoi. Et puis c'était surtout une équipe, je l'appellerais un peu une équipe Kinder Surprise, c'est-à-dire qu'on arrivait le soir, on savait jamais qui allait jouer, un soir sur deux il te manquait une star. C'était aussi, comme j'en ai parlé un peu en intro, ce bon vieux JB, ce bon vieux coach qu'on aime détester, capable du meilleur comme du pire, de nous surprendre en saison régulière comme de choke en playoff. Enfin, moi les Cavs, ça me fait surtout penser à ce calcul juste avant les playoffs, qui était incroyable quand même. Le fait de perdre le dernier match contre les Hornets pour prendre Orlando au premier tour, et puis le premier tour contre Orlando, ok ils l'ont choisi, mais c'était pas une partie de plaisir, hein. Ils ont dû aller en 7, avec un Donovan Mitchell qui a dû tout donner jusqu'au bout pour pouvoir passer, et puis après bah tu t'inclines face aux champions Boston, ça pour le coup, c'est arrivé à d'autres gens. Et maintenant qu'on a vu le passé, il est temps de revenir dans le présent, dans l'instant T. Maintenant qu'on a planté un peu le contexte, on va pouvoir étudier un peu nos Cavs de cette année. Car aujourd'hui, bah les Cavs c'est juste la meilleure équipe de NBA, et tout ça sous la houlette de Mr. Kenny Atkinson. En arrivant, Kenny Atkinson il nous avait prévenu déjà qu'il voulait garder cette assise défensive qu'avec Cleveland. Mais par contre, ce que le Coco il nous avait pas dit, c'est qu'il allait faire de l'attaque une attaque élite. Parce que en plus d'être dans des ratings similaires en défense par rapport à la saison dernière, bah Cleveland ils sont passés de 16e à 2e attaque. Là où le jeu de Bickerstaff, bah il était un peu stéréotypé et très orienté demi-terrain, cette année ça court. Forcément tu chopes du point beaucoup plus facilement que la saison dernière, puisque tu cours en contre-attaque et vu que tu défends hyper bien, bah t'en as énormément à jouer. Et pour le coup ils ont déjà des matchs références. T'as déjà battu Boston, Denver, Golden State si je me souviens bien, les Bucks 2 fois, et puis contre les petits, bah tu joues pas avec ta nourriture, concrètement tu les allumes. Alors il y a juste cette anomalie d'Atlanta qui passe pour les Bulls 96 contre toi, ils t'ont déjà fumé 2 fois, mais sinon c'est quand même très propre. Et même là j'ai en tête la défaite contre Boston, au TD Garden, bah t'y es dans le match, hein. Tu prends pas une branlée loin de là. Et ces beaux résultats, ils sont symbolisés forcément par des joueurs qui performent, mais nuance, pas de joueurs qui surperforment non plus je trouve. On va regarder tout ça dans le cœur du jeu. Forcément, on va commencer par celui qu'on peut appeler le franchise, Donovan Mitchell. Franchement, j'étais choqué quand j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des gens qui disaient « Oui, il fait une moins bonne saison que la saison dernière. » Et comme l'a très bien répondu, je trouve, Cavs Nation France, Cleveland cette année, c'est une équipe avec une production et un style d'attaque bien plus collectif. Mitchell, c'est la première option et le leader d'une team en 21-4 et l'un des plus gros scoreurs dans le clutch cette saison. Et ça, bah, ça se vérifie facilement au travers des stats, où on peut voir que Donovan Mitchell, c'est le 4e joueur qui met le plus de points dans les 4e quarts. Sachant que bon, dans le classement, t'as Quickly et Flowers, en 2 et 3, qui sont pas du tout représentatifs puisqu'ils ont quasi pas joué. Donc on peut dire que Donovan Mitchell, c'est le 2e joueur qui met le plus de points dans les 4e quarts. Et ça, l'année dernière, il y a eu plusieurs matchs où Donovan Mitchell, il arrivait au bout du rouleau. Au 4e quart, il était épuisé, alors que là, il arrive plus frais,
notamment parce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment step up à côté de lui, comme monsieur Darius Garland. Car lui, pour le coup, il a vraiment fait monter les stats. Mais c'est même pas la première chose que j'ai envie d'aborder pour Darius. En fait, le premier truc, c'est qu'il est là. 24 matchs sur 25 pour l'instant. Plus 2,5 points par match, pour une moyenne de 20 points et demi. Des pourcentages qui ont aussi progressé. Et je sais pas si vous le ressentez, mais moi je sens une forme de maturité chez Garland. J'ai l'impression que le jeu va un peu moins vite pour lui maintenant, qu'il se précipite moins dans ses choix. Et du coup, je trouve que dans les moments de clutch et les moments de pression, il est plus rassurant. Ensuite, il y a le monstre Evan Mobley. Et là, pour le coup, c'est pas que statistique, mais c'est aussi dans l'utilisation, je trouve. Il est un peu en mode pierre angulaire de l'attaque. Puis alors, quand il nous fait des matchs comme celui de la semaine dernière, là, contre les Hornets, là, j'étais choc-barre. 41 points à 16 sur 23 au tir au calme, avec un 6 sur 8 à 3 points. Quand Mobley, il met ses tirs à 3 points, le mec, c'est indéfendable. Donc si t'ajoutes à ça ta défense, qui est toujours plus ou moins la même que l'année dernière, c'est-à-dire monstrueuse, bah ça en fait un joueur qui commence à devenir très très sérieux et vraiment complet. Et puis alors là, les role-players. Je suis choqué. Parce que entre l'agressivité de Caris LeVert, les 3 points qui rentrent de Wade, de Niang, de Merrill, le hustle et la défense de Okoro, et summum de tout, la résurrection de Ty Jerome, s'il vous plaît. Le type est à plus de 11 points par match. Et du coup, je pourrais arrêter la vidéo là, et genre juste on se dit, félicitations pour le titre, bien joué les Cavs. Mais vous vous doutez bien que je vais pas faire ça. Parce que moi, on m'a toujours appris en philo que s'il y avait thèse, il y avait antithèse. Et oui, je fais des rêves de littéraire parce que j'ai fait L et je vous emmerde. Du coup, on va parler un peu plus des zones d'ombre de Cleveland, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, au travers de cette superbe chronique que j'ai appelée La Tuile. La première zone d'ombre, elle est malheureusement cruelle, puisque c'est les blessures. C'est pas un truc qu'on peut maîtriser, et je sais que vous allez peut-être me dire genre que toutes les équipes elles peuvent avoir des blessures, sauf que Cleveland, c'est quand même une équipe qui est vachement injury prone. Rien que quand tu regardes l'année dernière, Mitchell c'est 55 matchs, Garland c'est 57, et Mobley c'est 50. Donc tes 3 leaders, tu sais qu'à un moment donné, ils vont peut-être pas être là. Donc je suis bien sûr pas là pour être un oiseau de mauvais augure, mais on a eu déjà là une petite frayeur pour Mobley contre le Heat. De ce que j'ai vu, il va revenir sans trop de soucis. On sait qu'une saison NBA c'est hyper long et qu'il y a forcément un moment où tes joueurs ils vont rater des matchs. C'est un truc à prévoir et c'est vrai que pour l'instant on n'a pas trop vu comment cette équipe pouvait réagir à la perte d'un leader, quoi. Un autre point qu'il va falloir surveiller, encore une fois vous allez peut-être me dire que c'est pas vraiment un défaut, mais les Cavs ils sont premiers en pourcentage à 3 points. Concrètement actuellement tout rentre. Et c'est super, c'est super et c'est pas des 3 points forcés ou des 3 points difficiles qui rentrent, des gros T-jeux du milieu de terrain. C'est souvent des 3 points hyper bien amenés, tac tac 2-3 passes, boum on trouve le mec ouvert, 3 points filoche. Comme on le sait ça fluctue, une adresse à 3 points, il y a des soirs où ça rentrera moins, donc c'est aussi comment tu te réadaptes. Je me fais pas de soucis parce que je pense que les Cavs ils ont les ressources pour, mais voilà on l'a pas encore beaucoup vu je trouve cette saison. Et enfin le dernier point, c'est peut-être le Graal, mais c'est les playoffs. Parce que la saison régulière ce sera beau, les Cavs ils peuvent finir premier de conf, mais on sait que les playoffs c'est un autre métier, que c'est beaucoup plus exigeant, tactiquement, mentalement. Pour le coup, des dernières campagnes qu'on a vues des Cavs, on n'a quand même pas été transcendés. Là sur les 2 saisons dernières ils sont allés en playoffs, il y a 2 ans ils avaient joué les Knicks au premier tour, ils s'étaient fait sortir, avec notamment Mobley et Allen qui s'étaient fait détruire par la raquette Mitchell Robinson-Randle, sur une série bien cradingue où ils avaient pris 4-1, et puis il y a eu la saison dernière, et donc ce fameux premier tour voulu face à Orlando, où il en aura quand même fallu 7 et un Mitchell, comme je disais tout à l'heure, surhumain, pour sortir d'une belle galère. Et puis après, tu te prends le gentleman sweep des Celtics, et on n'a jamais vraiment plus cru que ça, quoi. Et encore une fois, tout ça c'était sous Monsieur JB, donc je dis pas que ça va se reproduire, mais voilà, c'est un point à prendre en compte. Kenny Atkinson, je pense qu'il peut proposer beaucoup plus de choses tactiquement, il l'a déjà montré par le passé. Maintenant, il va falloir quand même briser ce plafond de verre qui, pour l'instant, est au-dessus de la tête des Cavs. Mais pour ça, ils ont encore du temps pour step up en saison régulière, pour apprendre les uns des autres et pour travailler sur ces moments de playoff. Et on va aller voir ça tout de suite en regardant à l'horizon. Bon là on est sur la semaine de break de la NBA Cup où Cleveland n'est pas. Tu reprends ce vendredi soir face à Washington, c'est cadeau. Puis t'enchaînes avec Brooklyn 3 jours plus tard. Bon Brooklyn ça se bat un peu mais normalement c'est 2 matchs que tu vas prendre. Ensuite t'as un back-to-back un peu méchant avec les Bucks. Donc les Bucks, on parle plus des Bucks du début de saison que t'as joué. Et puis les Sixers, il y a eu le retour d'un petit pivot Kamer qui a peut-être envie de lancer sa saison. Et puis voilà, c'est 2 concurrents directs à l'Est. Tu termines avec Utah à la maison. Bon ça, est-ce que je vais parler de ce match? Non. Et puis après, je pars pour un petit road trip tout mignon
à l'ouest, à Denver, puis à Golden State, et puis tu trinques à la nouvelle année avec Papa LeBron à LA. C'est des équipes qui vont être chiantes à jouer pour toi, avec des styles très différents, mais du coup qui vont nous permettre de voir un peu ce que les Cavs ont dans le ventre. Et puis là, on aura fini le mois de décembre, on a moyen d'avoir pas mal de réponses à nos questions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Cavs ils font kiffer sur ce début de saison. Je sais pas où vous les mettez vous par rapport aux Knicks, aux Bucks qui remontent. Déjà, est-ce que vous les voyez finir premier à l'Est? Rester devant Boston, ce serait déjà un super accomplissement. Et puis le plus important, c'est que vous les voyez aller en playoff. Et puis n'hésitez pas à dire vos retours un peu généraux sur cette première vidéo, sur ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Voilà, moi je suis preneur. Et comme on dit chez moi, la bise au chat.